Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints en cette belle après-midi de fin de mois de janvier. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cuisine, de réseaux sociaux, de nutrition, de notre rapport à la nourriture. Cette table ronde, c'est l'occasion un petit peu de comprendre justement les nouveaux rapports que nous entretenons avec notre alimentation aujourd'hui, les tendances, même le militantisme dans la nourriture, la santé. Qu'est-ce qui nous motive finalement aujourd'hui à cuisiner ? Que nous reste-t-il des grands noms de la cuisine française ? Comment le reste du monde influence la cuisine des nouveaux chefs ? Et peut-être que comme moi, vous êtes également venu chercher une solution à votre manque d'appétit, non pas pour manger, mais pour cuisiner. Et nous verrons, de nombreux outils sont désormais à notre disposition pour lutter contre la flemme du dimanche soir. Avec moi pour animer cette table ronde, Marie Jacot. Alors Marie, tu es la cofondatrice de Tchak, on va en parler juste après. Tu as commencé, toi, à t'intéresser à la cuisine à la fabrique des cookies. Puis tu t'es allé faire une alternance chez le pâtissier Eric Kaiser à Santiago de Chili. Et enfin, tu as travaillé dans une pâtisserie qui réduit les quantités de sucre, ce qui est quand même très intéressant puisque c'est une nouvelle manière de faire. Et donc aujourd'hui, nouvelle aventure avec Tchak. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que c'est justement ? Carrément. Donc en fait, Tchak, à l'origine, on est 3 sœurs et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyen simple pour pouvoir apprendre à cuisiner, pour inspirer un espèce de lieu en fait où tu pourrais trouver tout. Vaincre ta flemme du dimanche soir de cuisiner, c'était un peu le point de départ de Tchak, de se dire on va inspirer les gens, on va leur montrer qu'en fait cuisiner c'est facile. Et pour ça, on a développé une plateforme VOD qui va être dédiée aux recettes de chefs. Donc on réalise en amont des recettes avec des chefs de tous les horizons, tous les types de cuisine. Et ensuite, on les propose sur une plateforme où les gens peuvent accéder. Et grâce à des filtres, grâce à différentes recherches de mots-clés, grâce à des différentes suggestions, les gens vont trouver la recette parfaite qui va correspondre à leur envie. Donc c'est une sorte de Netflix finalement de la recette de cuisine, si je comprends bien. Avec nous également Julie Gerbet. Alors tu es ancienne journaliste, toujours dans l'univers de la cuisine, puisque tu travaillais pour Fooding, Elle à table, et des chroniques de restaurants dans Grazia notamment. Tu as aussi fait le podcast À Poil, qui n'est pas un podcast sur les gens tout nus, mais des interviews de chefs dans un contexte intimiste. Tu es également la cofondatrice de l'agence La Relève, qui organise donc ce festival, et le festival donc Être Chef aujourd'hui. Et est-ce que tu peux me dire un mot justement sur ce qu'est la relève ? Hop là, pardon. Petit problème de fil. Tout à fait. La Relève, donc ça fait 1 an et demi que j'ai cofondé cette agence avec mon associé Margot Decatoire. C'est une agence de chefs qu'on aime dire nouvelle génération. Donc on promeut ces chefs, ces jeunes chefs, on les aide à les mettre sur le devant de la scène à travers des partenariats, des collaborations. On a aussi un rôle de conseil aussi auprès de certains porteurs de projets comme des hôtels, des restos qui veulent communiquer ou qui veulent animer un peu leur lieu avec des chefs, et on leur recommande des personnalités qui vont matcher avec ce qu'ils recherchent. Et on a une partie aussi management de talent. Donc c'est-à-dire que comme une agence d'acteurs, on gère des personnalités du monde de la food, des chefs, des pâtissiers, chocolatiers, chocolatières notamment. Il y avait Jade Genin par exemple juste avant. Donc voilà, c'est une agence un peu 360. On fait plein de choses dans la food. Eh ben, on n'hésitera pas du coup à utiliser ton expertise pour tous les sujets qu'on va pouvoir développer aujourd'hui. Justement, un petit mot sur le titre de cette table ronde. D'Escoffier à TikTok, ils ont changé toutes mes recettes. Alors Escoffier, c'est lui qui a érigé la cuisine des palaces au rang d'institution. Il était surnommé le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Mort en 1935, il a inspiré des générations de chefs. Et près de 90 ans plus tard, les livres de recettes sont peut-être un peu trop souvent au placard, mais parce que c'est désormais sur les réseaux sociaux et à la télévision que la cuisine se vend le mieux. Pour autant, Escoffier et ses consorts sont-ils désuets ? C'est une de mes premières questions. Est-ce que vous utilisez encore des livres de recettes ?
Moi, beaucoup, oui. Je les annote, je mets des petits post-it dedans et c'est vrai que j'utilise beaucoup de livres, mais pas beaucoup de recettes par livre. C'est-à-dire que j'ai mes recettes un peu chouchoutes dans chaque livre, je vais utiliser tel livre pour telle recette de pâtisserie, tel livre pour telle recette d'entrée, de plat. Mais oui, je suis une très grosse consommatrice de livres de cuisine encore. Ça reste un élément du coup essentiel de ta cuisine, ce qui te permet effectivement de te repérer encore. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi, Marie ? Oui, on est, je pense, une exception dans la salle. Enfin, non, dans la salle, il n'y a sûrement que des passionnés, mais à large échelle, on est encore très peu. Je pense à toujours utiliser des livres, mais c'est des livres de chevet. Moi, j'ai aucun livre de cuisine, non, clair. Mais ça m'étonne pas. Faut être passionné comme pas possible. Mais j'imagine que tu fais comme moi, je lis le soir dans le lit, quand on ne sait pas quoi lire, hop, on ouvre à n'importe quelle page. Et c'est une lecture du soir. Mais complètement. C'est passionnant. Et il n'y a rien de mieux que de ressortir des vieux bouquins. Ma grand-mère m'a offert des vieux bouquins qui datent des années 1950. C'est des perles, c'est des diamants bruts, ce truc. C'est incroyable. Et tu vois les anciennes techniques, les anciens vocabulaires, les anciens ingrédients. Et le livre, voilà. Mais aujourd'hui, le marché du livre de cuisine, il fait bien un peu. En tout cas, il se renouvelle aussi certainement, mais t'allais presque empiéter sur ma prochaine question, en fait, parce qu'en dehors d'Escoffier, il y a évidemment Alexandre Dumaine, Bernard Loiseau, Paul Bocuse ou Joël Robuchon. Ils ont évidemment influencé des générations de chefs, mais est-ce que vous, par exemple, ça a eu une importance dans votre attrait pour la cuisine ? Ces chefs finalement à l'ancienne, parce que de ce que je comprends, tu lis des vieux bouquins de recettes, mais c'est quand même pas la généralité. C'est pas forcément des recettes que tu vas faire au quotidien, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils impriment une sorte d'amour du terroir, parce que tous ces chefs, quand tu regardes leurs recettes, c'est des recettes très traditionnelles, ça va être des plats mijotés, ça va être des blanquettes. Et il y a un côté aujourd'hui de ça revient à la mode, la blanquette. Aujourd'hui, dans les recherches Google, c'est un truc qui explose parce que on n'en parlait plus depuis 40 ans et les gens veulent revenir un peu aux ressources au terroir. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus, ces chefs, qui même s'ils sont très anciens, sont en train de revenir de plus en plus dans le quotidien et les aspirations des gens. C'est vrai que moi, quand je veux faire une recette classique du terroir, j'aime bien aller rechercher aussi dans des références pour avoir un peu la meilleure recette qui soit. Et j'ai un livre, par exemple, d'Alain Chapelle où il peut m'arriver d'aller regarder si je veux faire effectivement une blanquette ou un bœuf bourguignon, où je n'ai pas d'exemple précis, mais quelque chose de très classique, comme un espèce d'abécédaire de la cuisine. C'est une recherche d'authenticité un petit peu, parce qu'aujourd'hui on est peut-être surchargé aussi de médias qui nous proposent des recettes, etc. On en parlera plus longuement plus tard, mais juste déjà, est-ce qu'il y a une recherche d'authenticité ? Oui, en fait, tu te dis, les mecs, ils ont forcément mis le point. Si jamais ils ont réussi à passer tous ces âges, c'est qu'ils ont forcément mis en avant des recettes qui touchaient les gens, qui nous parlaient à tous. Et je pense que c'est ça qu'on recherche. Quand on ne sait pas où aller, on retourne vers l'ancien et on se dit, ça doit marcher sûrement aujourd'hui encore. Et aussi en écrivant ces petites lignes, je me suis dit que ça fait quand même beaucoup de chefs hommes et pas beaucoup de chefs femmes, alors qu'il y en a plein. Est-ce que il y en a qui vous ont inspiré ? Est-ce qu'il y a des chefs femmes justement de cette époque-là, ou même d'une époque plus récente, qui ont eu un impact sur votre choix de travailler dans l'univers de la cuisine ? Une grande chef de la tradition qui m'a beaucoup inspirée, c'est la mère Brasier. Ma grand-mère faisait, je parle beaucoup de la grand-mère, elle cuisine beaucoup, elle faisait la tarte aux pommes qu'elle avait découpée dans un vieil article qui, je pense, vraiment date des années 70, qui était la tarte aux pommes originelle de la mère Brasier, donc qui est une grande chef lyonnaise vraiment incroyable, qui fait des trucs très bons, très gourmands, très simples, mais très authentiques. Et sa tarte tatin était incroyable. J'ai dit, mais donne-moi la recette. Et là, elle me sort de son classeur en plastique la petite découpe journaux de la recette. Et la recette, elle tenait sur 10 lignes. Mais juste, la recette était dingue. Et tu t'es dit, en fait, waouh, quelquefois, une recette, ça peut être très simple, mais ça peut être très bon. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des photos autour pour juste comprendre que le truc fonctionne et ça te donne envie et ça t'inspire. Moi, quand j'ai commencé dans cet univers-là, c'était déjà il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'il y avait effectivement beaucoup de chefs masculins qui étaient mis sur le devant de la scène. Donc c'était pas tant des femmes, mais les femmes m'ont inspiré. Enfin, c'était plutôt des
des auteurs de livres de cuisine comme Triche de Seine qui écrit encore des livres, des personnalités comme ça, donc plus des cuisinières ou des auteurs de livres qui m'ont donné envie de travailler dans cet univers qui était un pas de côté par rapport enfin voilà, qui n'était pas professionnellement dans une cuisine, mais qui œuvrait dans cet univers. Et parce que ce soir, finalement, l'idée aussi, c'est de proposer un peu un voyage d'Escoffier à TikTok, donc des années 20, 10 à aujourd'hui. Ces grands chefs, finalement, est-ce qu'il faut les oublier, les copier ou les réinventer ? Les réinventer, je pense. Parce que c'est vrai qu'ils ont codifié la cuisine. Ils l'ont exploré et ils en ont tiré des recettes phares du patrimoine français en tout cas. Et pour moi, on peut les remettre au goût du jour, on peut s'en inspirer. Et c'est des recettes qui sont délicieuses. Donc ce serait dommage de s'en priver aujourd'hui. Et justement, toi qui travailles avec beaucoup de chefs, est-ce que tu vois une tendance peut-être à essayer de revenir à une tradition ? Est-ce qu'il y a un mouvement, en tout cas chez certains chefs, qui souhaitent vraiment revenir à une cuisine ? Là, on va parler globalement de la cuisine française sur ce point-là. Voilà, qui souhaitent vraiment se dire, moi, je veux faire du bœuf bourguignon, du canard et oui. Basta. Complètement. Jean Imbert au Plaza Athénée, c'est ce qu'il propose. Il vient d'ouvrir début janvier de réouvrir le restaurant gastronomique. C'est sa première carte gastronomique qu'il propose au Palace. Et il s'inspire de vieilles recettes françaises dans son Palace. Et je pense que ça va... que c'est un mouvement un peu global. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Tout l'hiver, on a pu voir des choux farcis sur les réseaux sociaux et sur les cartes des restaurants. Pas chez moi. Hein. Quasiment dans beaucoup de cartes de restaurants. Alors, ils n'ont pas tous la même recette de choux farcis, mais chez Cyril Lignac, il y avait un chou farci, c'était au Saint-Jacques. Dans d'autres restos, des choux farcis plus ou moins classiques, végétariens ou plus classiques, effectivement. On voit que le terroir, les vieilles recettes trouvent écho dans la cuisine contemporaine. Et comme on dit que la mode est un éternel recommencement, la cuisine l'est tout autant. On va puiser dans les vieux livres. Il y a beaucoup de jeunes chefs qui vont regarder des vieux livres pour s'inspirer aujourd'hui, revenir à la tradition, mais la moderniser un peu, l'alléger. Mais c'est une grosse source d'inspiration. Et parce que là, c'est vrai qu'on a vraiment parlé donc, des chefs un peu plus à l'ancienne, les grands monstres de la cuisine française. Mais si on avance un peu de quelques années, il y a la mondialisation qui est passée par là. On a découvert les voyages, parce qu'avant c'était réservé qu'à une élite sociale finalement, et on a découvert les voyages à des prix beaucoup plus bas, on a pu découvrir d'autres cultures, mais également d'autres cuisines. C'est plus seulement l'apanage des grands chefs qui allaient au Japon globalement. Est-ce que pour vous, il y a des voyages justement, je pense notamment à toi Marie, qui ont pu forger aussi ton attrait pour la cuisine et la manière dont tu as envisagé le métier que tu pratiques aujourd'hui ? C'est évident, comme je disais tout à l'heure, le Chili, en tant que Français, mais je pense que ça se retrouve dans beaucoup de pays, voire tous les pays. Quand tu arrives dans un pays à l'étranger et que tu es Français, direct, tu as une légitimité énorme. Les gens te regardent, posent des questions, demandent ton avis. Et quand je bossais chez Rick Kaiser, donc on faisait des viennoiseries, le truc le plus traditionnel que tu puisses trouver, hyper français. Dans les labos, on venait me demander « Ah, mais qu'est-ce que tu penses de ça le croissant, comment vous les faites à Paris? Est-ce que c'est les mêmes ?» Enfin, il y a un vrai intérêt. Et d'une certaine manière, j'ai un peu redécouvert la cuisine française en étant à l'étranger. Parce que c'est à travers le regard des étrangers qui sont fascinés par la bouffe française, tu te mets à leur place, tu te dis mais qu'est-ce qui les fascine autant? Et derrière, ça te permet de voir autrement le croissant qui, moi, était un truc du quotidien. Un croissant, ça émerveille pas grand monde. A priori, ici, on en bouffe tous régulièrement. Et quand tu es à l'étranger et que ils considèrent que le croissant, c'est un art, que c'est toute une tradition, et tu t'en profites encore plus, en fait, tu vois. Et est-ce que toi, au Chili, tu as aussi peut-être pu expérimenter une autre cuisine que la cuisine française? Est-ce que ça a pu peut-être t'inspirer?
Oui, alors je suis arrivée au Chili, on m'avait dit tu vas voir, c'est pas dingue la bouffe, ils ont pas grand chose, c'est du maïs et des patates. Dans les faits, je pense que tous les pays ont des cultures gastronomiques assez incroyables. En termes de dessert, l'Amérique latine, c'était pas incroyable par rapport à la pâtisserie française, c'est quand même très fine, très développée. En revanche, en termes de salé, ça tourne beaucoup autour des viandes, des accords mets-vins. Comme partout, ils essayent de réduire la consommation de viande et aujourd'hui, ils vont se tourner vers des plats un peu plus végétaux. C'est un pays qui mange énormément de viande, le Chili. Énormément. Ils sont très très forts sur Ils sont comme les Argentins, ils ont une culture super forte du barbecue et il n'y a pas une soirée où il n'y a pas la pièce de viande posée été comme hiver. C'est assez dingue d'ailleurs. Mais ils essayent de faire des efforts, d'explorer d'autres trucs et il y a toute cette importance du vin dans le sud de l'Amérique latine qui est super intéressante. Et notamment, je pense que c'est ça le plus gros volet que j'ai pu découvrir au Chili, c'était l'accord mets-vins et en fait, comment tu associes les deux traditions pour faire un repas incroyable. Julie, toi, tu travailles avec des chefs un peu du monde entier, ou en tout cas qui produisent une cuisine du monde entier. Est-ce que tu as vu ça arriver ? Dans quel sens, enfin, les chefs qui viennent... ouais. Les chefs avec lesquels tu travailles, effectivement, j'imagine qu'il n'y a pas que des chefs qui produisent du coq au vin et du bœuf bourguignon. Et est-ce que cette diversité justement de cuisine, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer, que tu vois Je pense qu'il y a eu toute une vague où il y a eu beaucoup de chefs. En fait, au départ, il y a eu beaucoup de chefs étrangers parce que la France avait une espèce d'hégémonie culturelle sur la cuisine. Donc, il y a eu beaucoup de chefs étrangers à venir se former en France. À la cuisine française d'abord, mais qui petit à petit ont mixé cette cuisine à leurs origines, enfin à des produits d'origine, à leur tradition personnelle, culturelle, et ça aboutit à une cuisine complètement fusion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans plein de restaurants, qu'on soit chef français ou de n'importe quelle origine, ils vont travailler des produits. On a accès à des produits du monde entier, beaucoup de produits italiens, de la burrata, enfin voilà, d'autres choses. Mais typiquement la burrata, il y a 10 ans on n'en mangeait pas. Non, c'est vrai que ça a une dizaine d'années et aujourd'hui t'en as dans quasiment tous les restaurants parisiens. Et c'est vrai que ça a créé une espèce d'uniformisation, de mondialisation en tout cas de la cuisine, où la cuisine c'est difficile de savoir, voilà, une burrata à la poutargue ou une burrata avec une petite sauce dessus, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est italienne, est-ce qu'elle est un peu mondialisée. Mais justement, tu as dit un truc qui était très intéressant, c'est que tu as dit uniformisation. Est-ce que par cette mondialisation, par le fait que les échanges sont plus simples, qu'on a accès à plein d'aliments différents, par exemple typiquement la burrata, est-ce qu'on n'arrive pas finalement aussi à une uniformisation des cuisines ? C'est vrai que dans certains endroits, on peut se dire qu'il y a une uniformisation parce qu'il y a plein de chefs qui utilisent les mêmes produits. Ok, lui, il va travailler un petit peu différemment. La singularité est peut-être un petit peu plus difficile à repérer. Et bon, c'est des cycles, hein, et je pense que c'est pour ça que c'est pour ça, je sais pas, mais en tout cas, Jean Imbert, qui fait au Plaza Athénée, il est revenu à des racines très franco-françaises, et sans doute d'autres chefs vont aussi aller puiser là-dedans pour sortir de ce qu'on trouve partout. Mais voilà, c'est des cycles. Là, on arrive sans doute... oui, peut-être à la fin aussi d'un cycle où les gens ils vont en avoir marre de cuisiner à la même chose que leurs voisins, d'avoir exactement la même carte, et par l'attrait aussi du locavore. C'est des préoccupations éco-responsables, mais c'est aussi des préoccupations où tu t'imposes des contraintes et tu t'obliges à travailler avec des produits qu'autour de chez toi. Enfin, ça te force à une créativité aussi. C'est ça, on va chercher aussi finalement quelque chose d'unique, mais on va le chercher ailleurs.
ce sera plus simplement de faire la cuisine de chez soi, de son pays par exemple, mais en produisant différemment, en fabriquant autrement, en pensant autrement sa cuisine en fait en réalité, si je comprends bien. Ouais, c'est une recherche aussi de singularité. Justement, il y a eu une période où dans tous les restaurants étoilés Michelin de France, tu pouvais trouver du foie gras, enfin, je sais pas, le foie gras me vient, mais le même, voilà, exactement les mêmes produits, quasiment travaillés, pareil. Aujourd'hui, voilà, comment tu te différencies ? Travailler des produits qui sont vraiment, revenir à des produits qui sont vraiment d'autour de chez toi. Si tu es en Normandie, effectivement, tu n'auras pas du tout la même carte que quelqu'un qui est en Bourgogne. Et donc, ça va voilà, avec des préoccupations éco-responsables, mais aussi dans cette recherche de qui je suis et comment je l'exprime dans ma cuisine. Mais ça fait effectivement partie des tendances. Ouais, c'est super important. En fait, c'est trop intéressant ce que tu dis. C'est important, je pense qu'il y a une identité en fait, dans les plats ou les recettes. Comme tu dis, quand tu es dans un resto en Normandie, tu t'attends vraiment à te dire, OK, le cuisinier qui a fait le plat, il a compris les ingrédients qui l'entouraient, il a compris le savoir-faire local. Et en fait, les gens ne recherchent pas forcément quelque chose à l'autre bout du monde qui va être super prestigieux ou alors super chic. Ils veulent une identité et comprendre ça a une âme, ce plat. Ouais, je suis effectivement assez d'accord qu'on est en tout cas ça rejoint une de mes questions précédentes sur l'authenticité. J'ai l'impression qu'on est tous un peu dans cette recherche d'authenticité aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu as évoqué aussi la cuisine fusion, qu'on aurait voulu évoquer avec Gloria Cabé, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle est souffrante aujourd'hui. Mais c'est aussi la cuisine, par exemple, de Maurice Sacco, qui est vraiment en pleine lumière aujourd'hui, qui fait de la cuisine afro-japonaise. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être découvrir aussi sur Tchak, ce genre de cuisine-là. Alors la fusion, là pour l'instant on n'a personne techniquement, mais on a plusieurs chefs étrangers. On a bossé avec un chef japonais très stylé et qui nous a montré autre chose que des sushis en fait, parce que pour beaucoup la cuisine japonaise ça se résume à des sushis, et en fait il dit non, il y a beaucoup d'autres choses à voir, à travailler. Il a beaucoup travaillé autour du tofu, il a fait autour du bouillon dashi. Le dashi c'est une algue, et en fait il te montre qu'à travers un bouillon tu peux décliner en plein de plats différents. Donc c'est pas de la fusion, ça répond pas exactement à ta question, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut montrer aux gens que y a plus loin que le burger, la pizza et le sushi. Mais ça, par exemple, quand tu nous parles des algues, c'est des produits qu'on peut trouver aujourd'hui assez facilement. Ça reste des produits moins utilisés, donc tout de suite, il faut aller dans les épiceries spécialisées, mais aujourd'hui, dans les grandes villes, ouais, t'en trouves sans souci. Ok, donc si vous habitez à Paris, aucun problème. Non, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, tout le reste, c'est compris. Dans les magasins bio, aujourd'hui, tu trouves assez facilement ce genre de produits, je pense. Tu connaissais, toi, les algues ? Les algues, oui. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi grâce à la mondialisation qu'un projet comme Tchak, aujourd'hui, peut proposer ce type de recette, puisqu'on peut trouver les ingrédients aussi aujourd'hui un petit peu partout. On a parlé, je pense, pas mal de la mondialisation. Ensuite est arrivée aussi la télévision. La cuisine à la télévision, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'ici, il y a pas mal de gens qui ont dû au moins regarder une fois une émission comme MasterChef ou Top Chef. Et parce que non seulement c'est très drôle, mais en plus, finalement, on aime bien regarder ça en mangeant un bon cordon bleu. En tout cas, je pense que ça a une influence sur notre manière de cuisiner. Marie, est-ce que d'ailleurs pour faire Tchak, tu t'es aussi un peu inspirée de ça ? Est-ce que tu t'es inspirée notamment de Maïté ? Parce que toi, elle sur est Tchak, très cool, Maïté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de tes vidéos qui sont sur la plateforme ? Pour repartir un peu de ton point de la télévision, c'est qu'on a commencé à penser à l'idée de Tchak pendant le confinement, comme beaucoup de startups. Et en fait, l'audience de Top Chef pendant le confinement a explosé. Et on s'est bien rendu compte que quand les gens ne savaient pas quoi faire, la cuisine, c'était un retour aux sources. Et donc on s'est dit, certes, c'est là actuellement la tendance avec le Covid, mais on est persuadé et on y croit dur comme fer qu'il y a aussi une prise de conscience des gens qui veulent revenir, reprendre le contrôle de la cuisine maison. Et pour ça, il leur manquait la confiance en eux. Et pour avoir la confiance en eux, il faut comprendre et pas que apprendre une recette. C'est pas en apprenant 10 recettes par cœur que tu sais cuisiner. Tu sais cuisiner parce que tu sais comment couper tel légume, parce que tu sais comment associer telle saveur et telle saveur. Et ça, c'était vraiment l'objectif de Tchak. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer avec le mot apprendre versus comprendre. Comprendre la cuisine, c'est pas compliqué. Et si tu comprends la cuisine derrière, tu sais tout faire.
Et toi, tu as déjà pensé à faire une de ces émissions avec cette passion qui t'anime? On nous avait proposé, quand je bossais chez OUI, on nous avait proposé de faire le meilleur pâtissier professionnel. On a décliné parce que OUI, c'est une pâtisserie toute petite encore, à indice glycémique bas. Donc on s'était dit là, c'est pas le focus, mais ça me ferait marrer un jour peut-être. Peut-être. Et selon vous, un peu, quelle influence a pu avoir justement la télé, soit sur votre façon de consommer, soit sur votre façon de penser la cuisine? Est-ce que ça a changé des habitudes? Est-ce que ça vous a inspiré? Clairement, c'est vrai que ça a inspiré beaucoup je pense, de gens à se diriger vers la cuisine. Les écoles hôtelières aujourd'hui sont pleines. Ça inspire beaucoup de jeunes à se lancer dans ce métier. Après, au niveau du grand public, ça passionne et ça doit certainement donner envie aux gens aussi de s'y mettre chez eux et de enfin, en tout cas de se remettre à cuisiner. Après, il y a un côté très glamour que ça peut montrer, toutes ces émissions Top Chef qui vont un peu idéaliser le métier de chef, qui est un métier super compliqué. Et ça, je pense que tu le vois bien avec tous tes chefs là qui galèrent. Et il y a actuellement un gros déficit de personnel dans les restos parce que les gens, certes, veulent bosser, veulent cuisiner. Mais c'est une chose de faire une recette chez soi et c'en est une autre de vraiment être chef et de bosser en cuisine derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a mis la lumière, en tout cas, sur toute cette partie de notre quotidien qui est la cuisine. Et ça l'a rendu un peu plus glamour, un peu plus sexy. Et c'est sûr, pour moi, ça a contribué au boom de la cuisine qu'on vit depuis 5 ans, 10 ans. Tu voulais ajouter un... Non. Mais justement, pour faire transition un peu avec notre prochain saut dans le temps, la cuisine, est-ce que c'est tendance? Carrément. Ouais, c'est très tendance. Sinon, on serait pas là à en parler, c'est sûr, ouais. Mais... C'est important surtout. C'est super important. C'est quelque chose qui touche à beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Ça touche à des héritages, des souvenirs. Ça dit beaucoup aussi de ce qui peut se passer. Ça peut dicter des prix de matières premières. Enfin, pour moi, c'est tendance actuelle, mais c'est aussi super important dans nos modes de vie. Mais c'est tendance dans le sens où il y avait le secteur du cinéma, de la musique, et aujourd'hui il y a aussi le secteur de la cuisine qui, je pense, a pris une place très importante dans cette pop culture et les chefs atteignent des niveaux de notoriété aussi importantes qu'un chanteur. Qu'un acteur et c'est vrai que dans ce sens-là, en tout cas, c'est tendance. Quand j'étais étudiante, moi, j'étais passionnée de gastronomie, de food. Je lisais des chroniques, les chroniques dans Le Monde à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de magazines qui existaient sur la cuisine. Et aujourd'hui, on a vu, ça s'est énormément développé. Et je pense que c'est plus du tout une exception d'être passionné de cuisine. Et justement, ce qui a rendu cette gloire un peu aux chefs et aux pâtissiers aussi, notamment, parce qu'on en parlait dans la table ronde juste avant, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est TikTok. Parce que Escoffier, c'est super, et en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu pompeux, un petit peu poussiéreux, ou alors ça paraît complexe? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu la cuisine plus accessible? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que de voir défiler des assiettes à longueur de temps sur Instagram, le réseau social préféré de la food, je pense que c'est Instagram, effectivement. On s'est tous mis à prendre nos assiettes, notre pain, nos pâtisseries, nos déjeuners en photo, à les poster sur les réseaux sociaux, donc ça fait un effet boule de neige. On voit des assiettes, on voit des pâtisseries, on a envie de les goûter, on a envie de les reproduire, et ça contribue forcément à l'essor de la cuisine. Toutes les deux, vous travaillez justement avec des chefs. Est-ce que vous avez pu voir des chefs justement qui venaient pas forcément d'un milieu de la cuisine, par exemple, et qui, grâce aux réseaux sociaux, ont pu en fait découvrir un monde, et ça a vraiment démocratisé en fait la cuisine, parce que sinon c'était réservé qu'à quelques grands esthètes de la cuisine?
Par exemple, il y a une personne qui est très suivie aujourd'hui sur Instagram, notamment, Woogies, qui vient pas du tout de ce milieu-là. Donc, on peut pas dire qu'il est chef parce que, enfin, il est pas chef. C'est un cuisinier. Il travaillait dans le milieu de la communication et puis il s'est mis à faire des recettes. Des recettes chez lui, à se filmer et à les poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que son compte Instagram a explosé. Aujourd'hui, il a plus de 200 000 personnes qui le suivent. Et il donne vraiment accès à la cuisine à travers ses recettes, mais à des recettes un peu élaborées, complexes. Et il les rend accessibles, enfin en tout cas plus accessibles que ce qu'elle pourrait paraître si on la voyait écrite sur un livre. Et tellement accessible que les recettes de Woogies, tu les regardes le soir dans ton lit avant de te coucher, c'est du distractionnel. Tu vas pas forcément les regarder pour les reproduire, il fait du beau boulot, il y a une voix off sympa, il a gardé le bruit. Enfin, c'est un contenu qui est super sympa à regarder. C'est un peu comme un bon livre d'Escoffier avant de se coucher finalement. Moins soporifique. Mais la démocratisation, c'est aussi une question d'argent. Et finalement, est-ce qu'à travers toutes ces recettes, on peut proposer aussi une cuisine plus accessible aux gens? Est-ce que c'est le cas notamment sur Tchak? Ou est-ce que honnêtement, si je vais sur Tchak, est-ce que je peux m'en sortir avec un petit budget pour faire ma recette du dimanche soir justement quand j'ai bien la flemme? Est-ce que ça c'est jouable? À 1000%, parce que quand tu sais cuisiner avec ton frigo. C'est-à-dire que tu ouvres ton frigo, tu vois ce que tu as en stock, et si tu as un peu compris comment associer les saveurs, tu vas pouvoir sortir un super plat avec ce que tu as. Et sur Tchak, à chaque fois, on parle énormément avec les chefs, on travaille les recettes en amont avec eux, et le but c'est, si tu n'as pas tel ingrédient, tu peux le remplacer par tel autre ingrédient. Et il n'y a pas une recette où les chefs n'expliquent pas si vous n'avez pas ça, si vous ne voulez pas acheter ça, si vous mangez de la viande, si vous ne mangez pas de viande, tout se remplace. Et en fait, tout peut se substituer. Et la cuisine, c'est une question de technique, c'est une question d'instinct feeling. Mais la matière première, elle est interchangeable, évidemment. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, est-ce que c'est même indispensable pour un chef ou alors quelqu'un qui travaille dans la cuisine? En tout cas, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui? Ça dépend ce qu'il veut faire, mais oui, aujourd'hui, c'est un moyen de communiquer hyper facile. Où avant, ils avaient besoin d'une attachée de presse, par exemple, ou de faire quelque chose vraiment différent pour qu'on parle d'eux. Là, ils ont accès à une communication directe. Super aisée, où tu prends une photo, tu la postes. Après, ça ne veut pas dire que tu ouvres un compte Instagram, ça va marcher. Il faut aussi se différencier. Mais il n'y a pas de filtre. Enfin, tu es en direct avec le public. Ouais, l'outil est dans ta main. Mais je pense que ça leur demande quand même beaucoup de temps. Et les 3 pâtissiers qui étaient là juste avant nous disaient quand même ça demande beaucoup de temps et ça peut être un job à temps plein de gérer un compte. C'est vrai qu'on en parlait avec Woogies, une vidéo... Non, c'est pas avec lui que j'en parlais, c'est avec une autre personne, pardon. Mais une vidéo, par exemple, faire une vidéo Instagram, Reels, par exemple, c'est beaucoup de temps. Ça peut prendre une journée pour faire quelque chose qui dure 20 secondes à l'écran. Donc c'est un investissement. C'est ça, parce qu'aujourd'hui on est sur des contenus qui sont de plus en plus courts. On va essayer d'aller de plus en plus vite et de voir un maximum finalement de médias en très peu de temps. C'est le cas de TikTok. On va faire des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 3 minutes, mais très cutées, où ça va aller très très vite. On n'a pas forcément la recette au complet, on va dire. Et justement, TikTok a lancé quelque chose aux États-Unis. Ça s'appelle TikTok Kitchen. Donc bientôt, en fait, pour les recettes qui sont très virales, on pourra en fait voir la recette, la commander, et un livreur va venir la ramener chez nous en 20 minutes. C'est pas une blague, c'est un vrai truc. C'est pour concurrencer Uber Eats, mais c'est aussi un petit peu sur le marché de Tchak quand même. Parce que, mais vous proposez la recette. Mais est-ce qu'un jour, on peut aussi imaginer que vous proposez la recette et la livraison des aliments? Ça, pour quelqu'un qui a vraiment la flemme comme moi. Ça, on y pense. Et c'est tout l'enjeu. Et ce qui est génial avec Tchak, c'est qu'on a 8 milliards de pistes à explorer de développement derrière. Et évidemment, on y pense.
Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la qualité du contenu et on veut vraiment que les recettes, elles parlent aux gens, que justement, c'est un format plus long que TikTok, on est plus sur du 10 minutes. Et c'était un pari au début de chaque, les gens me disaient, c'est un peu long, on se fait un peu chier quelquefois, on aimerait que ça aille plus vite. Mais c'est un format très travaillé aussi. C'est extrêmement travaillé, on a une super belle prod derrière, il y a 3 caméras sur les tournages, on veut vraiment des belles images, des beaux sons. Il y a une expérience en fait, on pénètre dans la cuisine du chef. On est là quand il cuisine, on est là quand il imagine, quand il crée, et c'est vraiment ça qu'on voulait donner aux gens. C'est une expérience que tu peux pas trouver dans une vidéo de 30 secondes sur TikTok ou sur Instagram. Après, c'est super important, parce que comme les livres de recettes qu'on peut lire le soir, je serais super triste de plus avoir mes vidéos réelles le soir à regarder dans mon lit, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment 2 trucs différents. Tu vas rechercher d'un côté plus du distractionnel, un peu d'inspiration, de l'autre vraiment de la compréhension et renforcer vraiment des bases de connaissances. Et de tu penses que vous allez avoir un moment des clients qui vont regarder des vidéos de Tchak pour s'endormir ? C'est le cas déjà, figure-toi. C'est le cas déjà. Des gens qui nous regardent comme Netflix, qui me disent je me connecte tous les 2 jours sur Tchak et je vais regarder ce qui se passe. Et ouais, c'est le cas. Mais c'est magique, c'est trop cool parce que ça n'existait pas il y a 4 mois. Et aujourd'hui, il y en a qui le font. Donc on dit c'est top, on touche du doigt un truc. On pourrait même imaginer peut-être des recettes en live, pas à pas, on vous accompagne tous les mardis soirs, on va faire une recette ensemble. Et le live, c'est super intéressant, ça donne au côté un côté vivant, un côté... la temporalité, elle est très importante dans une recette, parce que quand tu vas sur un réel TikTok et que le mec, il dit couper les oignons, tape, tu claques des doigts et tes oignons sont coupés, quand tu sais vraiment pas cuisiner, tu sais pas comment couper un oignon, et c'est important, effectivement, c'est long de comprendre la coupe d'un oignon, mais c'est un chemin important pour apprendre à cuisiner derrière. C'est clair que moi, en général, à la fin de la vidéo TikTok, j'ai déjà plus envie de faire la recette. Du coup, j'ai déjà oublié le truc. Donc là, effectivement, avec Tchak, on est un peu plus accompagné. Et justement, quand je faisais cette petite blague, mais est-ce que aussi par les réseaux sociaux, il n'y a pas un peu parfois un petit nivellement par le bas ? On voit notamment beaucoup, moi ça me choque pas mal, on voit beaucoup de vidéos avec une espèce de profusion, on va dire, d'aliments. Par exemple, je sais pas, une crêpe sur laquelle on va mettre des bananes, du chocolat, de la chantilly, des petits trucs en plus, une boule de glace, et puis ensuite on va rajouter du caramel et d'autres choses. Moi à la fin j'en peux plus. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de ça aussi sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est pas pour le bien et pour le pire ? La forme compte plus que le fond, effectivement. Hein. On est happé par ces images. C'est comme les photos de plats. Hein. On ne sait pas si c'est bon derrière. Et il y a plein de restaurants d'ailleurs qui surfent. En tout cas, il y a des restaurants qui surfent là-dessus, qui font des plats instagrammables, mais dégueulasses derrière. Je pense que c'est une vraie tension pour les chefs de faire un truc beau qui va faire du clic et qui va attirer le regard. Et à côté de ça, faire un truc bon. Et quelquefois, les trucs bons sont les trucs les plus simples. Un gâteau au chocolat, c'est pas très instagrammable, mais c'est super bon. Peut-être petite dernière question avant qu'on puisse laisser le public en poser. Est-ce que justement sur Tchak, il y a un peu une ligne éditoriale ? Inspiration. c'est très vague, mais... En termes de nutrition, vous faites de tout. On veut parler à tout le monde. On veut parler aux gens qui bouffent de la viande, aux gens qui sont végés, aux gens qui sont véganes, aux gens qui connaissent pas vraiment non plus ces différents critères. On veut parler aux gens qui veulent découvrir, aux gens qui veulent apprendre. Et c'est un vrai challenge parce que faire dans un lieu un espèce de concentré d'inspiration pour tous ces gens, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi ce qui fait la force de Tchak. Et encore une fois, j'ai eu plusieurs retours d'utilisateurs qui me disaient c'est top parce qu'aujourd'hui, Tchak, ça fait le boulot que je faisais avant de chercher sur Instagram, repérer des nouveaux chefs, repérer les nouvelles tendances. En fait, Tchak les apporte sur un plateau, et ça, c'est notre boulot en amont qu'on fait toutes les 3. C'est repérer aujourd'hui qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui interpelle. On contacte les chefs, on leur demande de venir présenter tel savoir-faire, telle technique, et ensuite on la met en lumière en vidéo. Vous avez combien de recettes aujourd'hui ? On a tourné la 100e recette mardi. Et là, on en a quoi, 120, je pense, quelque chose comme ça. 120 recettes pour 120 dimanches soirs, donc. Si dans la salle, il y a des questions, je pense que c'est le moment. N'hésitez pas, vous pouvez soit les crier à haute voix, soit venir dans le petit micro, ce qui facilitera énormément le travail de post-production derrière, s'il y a des questions. Peut-être vous, un mot que vous souhaiteriez ajouter ? Tu parlais tout à l'heure des recettes TikTok, etc. Et c'est vrai que quand on voit, je crois que les recettes préférées sur TikTok, c'est des pâtes à la feta, il me semble. La recette qui est le plus ressortie, ça montre un peu le niveau attendu de la plateforme. Et ce qui est dingue, c'est que cette recette de feta pasta cheese, elle a fait exploser le prix de la feta. Et moi qui étais une fan de feta avant, qui coûtait 3 fois rien, aujourd'hui c'est le double.
Et dans la plupart des supermarchés, ils sont en rupture de stock parce que du coup, il y a des gros enjeux de prix derrière avec les fournisseurs. Et c'est là où tu disais, est-ce que c'est une tendance? Oui, mais beaucoup plus qu'une tendance, ça peut quelquefois dicter le marché des prix. Comme là, ça l'a fait avec, ça a rendu la feta tellement attractive, tout le monde s'est mis à cuisiner avec de la feta. Et aujourd'hui, le prix, il a vachement augmenté. Ça, c'est incroyable. En fait, ça permet aussi de découvrir des nouvelles, soit des tendances, soit des nouvelles recettes, mais aussi même des nouvelles façons de manger. Enfin, je pense par exemple à moi, si demain je souhaite devenir végétarien ou vegan, par exemple, je ne saurais pas le faire tout seul, en fait, en réalité. Mais sur les réseaux sociaux, on peut trouver des communautés. Ça peut être une bonne aide, non? Complètement. Ça t'inspire, ça te prend par la main et ça te montre, bah tiens, regarde, il y a telle solution. Et le fait de les voir, tout de suite, ça va te dire, ok, c'est possible. Ce qui est compliqué quand tu vas commencer à cuisiner, et c'est pour ça que c'est compliqué de manière générale de cuisiner quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est que tu as peur. Tu as une part d'incertitude tellement grande derrière, tu sais pas si ça va marcher, tu as investi du temps et de l'argent. Et c'est tellement plus rassurant de le voir de tes propres yeux que quelqu'un fait la recette et que ça fonctionne. Et c'est ça qui va faire que tu vas choisir cette recette et pas une autre. Et c'est la grosse différence, du coup, peut-être avec les livres de recettes qu'on a un petit peu trop rangés au placard. Je crois que la boucle est bouclée, du coup. Et je refais un petit tour. S'il y a une question, c'est vraiment le moment. Et sinon, on va conclure cette très belle table ronde. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public a une petite question? Vraiment, j'insiste, hein, mais on ne sait jamais. S'il n'y en a pas, on va pouvoir conclure. Oui? Oh, il y a une question, monsieur. Un courageux. Pas vraiment une question. C'est une réflexion autour pour ceux qui n'ont pas forcément entendu sur est-ce que finalement on n'est pas allé trop loin avec les réseaux sociaux parce que ça peut créer de la frustration aussi, si je comprends bien, et que finalement on peut aussi cuisiner simple sans que ce soit trop développé avec trop de fantaisie peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 1000 fois d'accord. Et ce qui manque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le côté authenticité des recettes, les coulisses. De plus en plus, là, il y a des comptes qui montrent d'ailleurs quand une recette rate, et c'est super marrant et c'est trop cool de voir ça. Et j'espère que ça va se démocratiser. Mais on veut tous revenir à une authenticité de la cuisine, que ce soit arrêter de glamouriser le rôle de chef et arrêter aussi de glamouriser la gastronomie très insta mais inaccessible. En même temps, moi, je trouve que les pasta cheese feta de TikTok sont, à mon sens, dans un extrême opposé, presque trop simpliste, qui donnent accès, qui peuvent aussi motiver certaines personnes à se mettre à la cuisine qui ne l'étaient pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment le degré zéro de la cuisine. C'est clair. Après, c'est cool de dire que tu en as pour tous les goûts. Du coup, tu vas en avoir pour ceux qui débutent. Et derrière, si tu veux un truc un peu plus élaboré, tu vas pouvoir trouver d'autres inspirations. J'espère que c'est un premier pas vers d'autres choses. Ce sera certainement mon premier pas, en tout cas, vers la cuisine. On espère. Donc, on va pouvoir conclure cette table ronde. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints pour répondre à cette question. Ils ont changé ou pas toutes mes recettes de cuisine, finalement. Et merci à vous d'être venus. Merci à Grande Contrôle de nous accueillir. Et puis, on va vous laisser pour la prochaine table ronde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.